verrez, on a une sonorisation grâce au service de la ville de Nancy. Essayez de vous répartir par table, vous aurez peut-être la possibilité au moins de compléter les tables. C'est toi, je crois. En bas, Hélène, installez-vous. Donc bonsoir, bienvenue, on va prendre un petit peu de temps. Alors, on est sonorisé ce soir, principalement parce que dans le cadre du grand débat national, tous les échanges vont être enregistrés, retranscrits et transmis à la plateforme nationale du grand débat, que vous pouvez voir sur granddébat.fr. L'objectif ce soir, c'est donc de contribuer par un débat citoyen aux interpellations qu'a pu faire le gouvernement et le président de la République, en sachant que effectivement la puissance invitante ce soir, c'est le Conseil citoyen, donc une association qui regroupe les habitants, les associations, les acteurs économiques du quartier en lien avec la ville de Nancy, et qui a vocation à favoriser l'échange, la discussion et le débat sur différents sujets d'intérêt local. Et il nous paraissait naturel, on a eu l'occasion d'en débattre dans le cadre de notre conseil d'administration, de contribuer à cet espace de discussion. Il faut voir, si vous allez sur un site spécifique qui s'appelle cartodébat.fr du Conseil de développement durable de la métropole, qui travaille avec les autres conseils citoyens, les autres organisateurs de débats, qui ont organisé un débat spécifiquement avec des participants au mouvement des Gilets jaunes il y a quelques semaines à la MJC Bazin. Il y a près d'une vingtaine de débats sur la métropole qui sont organisés. Les conseils citoyens participent à ceux-ci sur la ville de Nancy, mais il y a aussi le conseil de la jeunesse, le conseil des entreprises en même temps à 19h à l'hôtel de ville. Et donc tout ça pourquoi ? Pour faire remonter un certain nombre de choses qui sont de l'expression du citoyen, du gens de base, de l'association, sur un certain nombre de thématiques. Alors je vous ai remis sur les affiches que vous avez là donc les grands thèmes qui sont l'organisation de l'État et les services publics, la démocratie, la citoyenneté, la transition écologique, la fiscalité, les dépenses publiques. Et notre conseil citoyen a décidé que c'était peut-être un peu trop cadrant et que si on réunissait les gens, il fallait déjà savoir ce qui les intéresse, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin de dire. Et après, éventuellement, on verra. Donc on vous propose aussi une autre démarche qui serait de dire on va se donner déjà un premier temps ce soir où chacun va pouvoir s'exprimer s'il le souhaite. On va avoir un magnifique bâton de parole puisque ça sera le micro. Si vous serez enregistré, vos propos seront retranscrits. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, votre adresse, votre numéro de sécurité sociale. Si vous ne voulez pas que vos paroles soient retranscrites, mais que vous avez quand même quelque chose à dire, vous le dites dans votre intervention. Et donc, il faudra un peu de discipline. Ça va, on n'est pas trop nombreux, mais pour éviter de ne pas monopoliser la parole, essayer d'avoir un débat contradictoire, il peut sans problème, mais respectueux. Donc, on va essayer de ne pas se battre avant la fin de la soirée. Et sinon, effectivement, l'objectif, c'est aussi d'essayer de fournir par rapport à ce qu'on peut avoir donc, comme constat ou comme coup de gueule, aussi des propositions concrètes, puisqu'actuellement, il y a une très grande machine à remonter un certain nombre de propositions. Alors, ce qui remonte de beaucoup des débats actuels, c'est des questions autour de la fiscalité ou d'autres. Mais de la justice sociale, mais aussi de la participation citoyenne, de nouveaux modes de fonctionnement avec les citoyens, avec les corps intermédiaires ou d'autres. Donc vous avez la parole, la possibilité de la donner. Alors donc on va faire une première phase jusqu'à épuisement, mais qui ne devrait pas durer trop longtemps, je pense 3/4 d'heure, 1 heure peut-être, où je vous invite à dire tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à ce que vous avez envie de dire ce soir. Et après, suivant l'assistance qui restera, on se répartira par table pour essayer de faire un certain nombre de propositions
Si vous voulez, pour faciliter les traces et la prise de notes, vous pouvez aussi les écrire sur des post-it et en même temps que vous venez faire votre proposition, votre constat, vous pouvez accrocher le post-it en l'écrivant dessus sur la fiche là-bas. Comme ça nous permettra de faire une photo. Les comptes rendus seront disponibles sur le site participer.nancy.fr. Vous avez l'adresse en gros sur la fiche. Donc, au rendu de la réunion du Conseil citoyen, dans cet espace-là, vous verrez l'adresse là. Ça sera aussi transmis donc, sur le site du Grand Débat National, ainsi que sur le site Carte au débat du Conseil de développement durable, puisque les différents acteurs de la participation sur la métropole vont essayer de capitaliser les différentes remontées de ces réunions pour en tenir, essayer d'en avoir quelque chose de plus local par rapport aux questionnements locaux que peuvent avoir les conseils citoyens, les autres instances. Et donc n'hésitez pas, vous pouvez avoir des remarques d'un point de vue national, mais aussi d'un point de vue local. Le tri sera fait et ça sera aiguillé d'un côté comme de l'autre, sans filtre particulier autre que la retranscription. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? En général, c'est la première question la plus dure, donc est-ce qu'il y a une deuxième question ? Une remarque, une question? Dans ce cas, il va falloir commencer à parler. Je suis sûr qu'elle a quelque chose. Oui. Bah, chacun, enfin là, on invite à parler à la salle. Oui. Ah non, c'est l'inverse. C'est d'abord. Alors après, si vous voulez d'abord réfléchir par table et qu'après on prenne un temps d'échange en public, c'est vous qui me dites. Hein. On peut faire l'inverse, mais dans ce cas, il faudra peut-être vous répartir un tout petit peu plus équitablement ou faire juste deux tables. Oui. Voilà. Sinon, venez vous intégrer là. Et puis, si vous voulez commencer en petits groupes, faites-le pendant un certain temps. Et puis après, on confrontera après. Hein, c'est comme vous voulez. Là, la seule différence, c'est la question de l'enregistrement et de la transcription des débats, quoi. Bon. Allez, on va laisser un premier. En fait, j'en sais rien. Oui, non, moi j'ai vu sur Internet le grand débat. J'ai vu sur Internet le grand débat. Et puis je voulais savoir comment que ça allait se passer, les questions, puis voir un peu le public aussi qui était là, tout simplement. Parce que moi j'ai pas trop donc. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc à vous. Ah voilà. Bonsoir à toutes et à toutes. Moi, je m'appelle Myriam, j'habite au 10 rue Saint-Vincent-de-Paul. Ça va faire 4 ans maintenant. Je suis venue faire un petit tour de quartier tout à l'heure pour voir... j'ai un projet associatif de Maison du Bonheur. Je vous le dis, je vous l'englobe vite fait comme ça. Donc, je cherche un lieu actuellement pour pouvoir ouvrir les portes et le cœur de chacun. C'est comme ça, tendre la main aux gens de mon quartier. C'est mon projet actuel. Donc à Saint-Vincent-de-Paul, il y a des locaux qui sont à louer actuellement et je suis en attente de réponse de mon propriétaire pour avoir éventuellement mon lieu associatif, le bureau en tout cas. Et j'ai fait le tour du quartier pour voir ce lieu parce que je me suis dit tiens, là, une ancienne école, ça me parle dans mon projet de maison familiale. Et j'ai vu de la lumière, donc je suis rentrée. Et voilà, il y a un grand débat qui se présente aujourd'hui et le débat est ouvert. Moi, je vous ai déballé mon projet. Merci. Bien, est-ce qu'il y a un autre qui souhaite intervenir? Non, je te remercie pour l'instant. Oui. Ah. On va faire une alternance paritaire. Alors, le grand débat. Bon, puisqu'on est questionné à ce titre-là, même si le maire nous avait dit qu'il n'y avait pas forcément d'obligation de suivre ce que l'État nous proposait,
Le choix a été fait notamment par le président du Conseil citoyen d'organiser ce grand débat, de le décliner au niveau local. Bon. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est au titre de un certain nombre de remarques qui me sont venues en premier sur ce débat et sur notre démocratie qui est interrogée quand même en ce moment, hein, et la République aussi, certainement, au travers de toutes les interventions. Et c'est ça qui a justifié la mise en place de ce grand débat, c'est tout le mouvement des Gilets jaunes ces derniers mois. Alors, à mon sens, ce mouvement-là, voilà, comme on nous dit d'exprimer notre idée sur la chose, moi, je vois 2-3 choses. Alors, c'est peut-être à classer dans le tableau qui est fait là-bas, dans constat et coup de gueule. Hein. Je vais faire un paquet complet, constat, coup de gueule, avec puis proposition. Ça, on en discutera peut-être ensemble après. C'est l'objet, justement, peut-être du travail en groupe que de construire ensemble. Alors, la République, hein, pour prendre le premier sujet. Après, j'aurai 2 mots aussi sur la démocratie. La République, c'est une constitution. Hein, voilà comment je le comprends moi, et comment a priori on doit le comprendre en tant que citoyen, qui est au service de valeurs qui sont affichées dans notre pays sur le fronton de toutes les mairies, si je ne me trompe pas, liberté, égalité, fraternité. Or, les gouvernements des 10-15 dernières années me semblent ne pas respecter tout à fait ces valeurs, le pompon semblant être entretenu, j'ai l'impression, par le pouvoir actuel. Voilà, donc, alors en matière de liberté, par exemple, hein, on peut constater qu'on a quand même une régression très importante des libertés de s'exprimer et de manifester ces derniers temps. Hein. Il y a des lois qui passent en la matière. Il y a de la répression qu'on connaît très bien ici à Nancy, parce que le préfet est un des plus zélés pour réprimer les manifestations, qu'elles soient celles des Gilets jaunes ou des écologistes ou de toutes sortes de mouvements. Également les libertés de déplacement, avec la multiplication exponentielle des radars notamment, hein, c'est de ça qu'est né le mouvement des Gilets jaunes, mais également les polices en tout genre et leurs moyens techniques qui sont accrus de jour en jour. La liberté de vivre en sécurité vis-à-vis du pouvoir est aussi quand même sacrément atténuée, puisqu'on a une multiplication des caméras là, en tout genre, hein, dans les villes notamment. Bon, dans les campagnes, c'est plus au niveau des radars, mais bon... Voilà, et des vigiles, des policiers, des armes de tous ces individus. Bon, bref, notre liberté est interrogée. L'égalité. Les politiques du gouvernement Macron et Philippe là, n'ont eu de cesse d'augmenter les inégalités, hein, en grévant toujours plus le peuple en général d'impôts et de taxes en tout genre. Hein. TIPP, TVA, CSG, etc. Donc les retraités en parlent, les automobilistes, les consommateurs. Bon voilà, les gens voient au quotidien comment tout ça augmente. Et en diminuant par contre sans limite, semble-t-il, hein, la fiscalité pour les plus riches et les inactifs, hein, ceux qui vivent de leur rente, en laissant les écarts de revenus augmenter sans cesse, en privatisant progressivement tous les services publics. Je vois que c'est un des sujets, organisation de l'État, services publics, et les caisses de mutualisation collective, hein, du style chômage, retraite, maladie, etc., en abandonnant progressivement l'aménagement également des territoires ruraux et reculés, puisqu'on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes, s'est surtout développé dans les ronds-points et dans les zones périphériques, disons, plutôt que dans les centres-villes prospères, hein, qui, eux, manifestement, ne semblent pas inquiets sur l'avenir. Donc, que ce soit les grandes villes de Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Lille ou autres. La fraternité, alors là, je pense que c'est le plus flagrant, puisque la France, patrie des droits de l'homme pour le monde entier, hein, et c'est toujours l'image que la France a à l'étranger, elle est devenue quand même, pourtant, l'un des pays occidentaux les plus hostiles aux étrangers, qui frappent à sa porte, notamment les plus faibles, issus de pays en guerre ou opprimés. Donc au niveau de la fraternité, là, on est plus que loin du compte. Hein. On est tout le contraire de l'hospitalité, assez clairement. Alors en conséquence, donc pour terminer là-dessus, le pouvoir actuel, à mon sens, hein, il apparaît clairement non républicain, et la légitimité de Macron et des siens doit être interrogée, au vu de leur non-respect des valeurs de la République, hein, de base. Il y a une sorte de confiscation et d'usurpation du pouvoir qui est conférée par les institutions républicaines, par toutes ces personnes.
Au niveau de la démocratie, bon là c'est beaucoup plus rapide, hein, je vais vous dire en 2 mots. Il me semble qu'il y a une impasse dans les 3 derniers, là, en tout cas on ne va pas remonter à ça fait 30 ans, hein, mais les 3 derniers pouvoirs, hein, qu'ils étaient pilotés par l'UMP, par le PS ou par La République En Marche et le centre droit, Modem et apparenté qui est aujourd'hui au pouvoir. C'est une impasse vraisemblablement en fait de notre démocratie représentative de la Ve République. Donc, alors là, sur la proposition concrète, on en discutera peut-être, mais à mon sens, la République et la démocratie sont à refonder si on veut éviter la principale solution envisagée par les citoyens qui votent et qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, c'est-à-dire pour l'instant, ce qui est en tête de pont et ce qui est loin en avance sur le reste, c'est l'extrême droite. C'est la seule solution alternative. Donc, si on veut éviter ça, il serait temps de se secouer parce que c'est la solution qu'un certain nombre de gens envisagent quand ils vont voter, et c'est la solution majoritaire, non UMP, non PS, non République En Marche. Voilà, donc réorganiser les institutions de la République, organiser un fonctionnement véritablement démocratique. C'est des choses que je soumets à notre discussion, si on en a sur le sujet tout à l'heure. Bon, pour le local, après, on pourra peut-être en discuter, mais si le grand débat est organisé, c'est essentiellement parce que l'État nous demande de faire des propositions générales sur le pays, pas des propositions locales au niveau de nos conseils citoyens. Ceci dit, au niveau local, et bien entendu que ça peut être l'occasion de, pourquoi pas, d'avoir un débat permanent qu'on peut mettre en place aussi, qu'on a déjà en partie, mais qu'on peut mettre en place pour l'avenir et le faire vivre. Et ça, on en a en partie les moyens, puisque c'est nous qui en avons en partie local. On est plus proche du pouvoir, quoi. Merci. Bon, je me présente Hélène Ducoquis, j'habite pas tout à fait le secteur, mais je suis impliqué particulièrement à la grande maison de retraite des Cygnes, et puis du côté de la MJC des Trois Maisons et de la maison Don Bosco. Voilà. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire mon voisin, mais je ne vais pas prendre les choses comme ça. Je me suis exprimé personnellement par un courrier boulevard Saint-Germain, et j'ai abordé 6 points. Le premier, c'est que je ne me sens pas du tout représenté par les Gilets jaunes. Je reconnais comme le fait qu'ils ont quand même pris une manière originale, au moins au départ, de se présenter, de présenter de contestation, mais que du coup, ils ont soulevé beaucoup de problèmes et ça me permet de mettre à plat ces problèmes. Donc voilà, c'est la seule chose que je leur reconnais pour nous représenter. Ensuite, je suis assez, moi, contente des élections. On a un certain nombre, au point de vue démocratie ou politique, on a un certain nombre de votes aux différents niveaux locaux, régionaux, etc. Donc personnellement, je ne suis pas du tout favorable à des référendums tout le temps, parce qu'il faut qu'on travaille. Une fois qu'on a élu quelqu'un, je pense que c'est important qu'on le laisse travailler, et il y a quand même des mandats qui sont assez courts, et je ne suis pas non plus favorable au vote, à ce que le vote blanc soit légalisé, parce que je crois qu'il faut choisir, et que ça, une fois qu'on a élu un gouvernement, eh bien le vote blanc le fragilise, parce que bien sûr ça met en relation des tas de gens qui ne se sont pas exprimés. Voilà. Donc ça c'était le deuxième point. Troisième point, c'est tous les problèmes d'éthique. Alors je trouve que la société, elle évolue, bien sûr, elle a toujours évolué. C'est normal que des gouvernants accompagnent un peu l'évolution et fassent faire des progrès, mais la constante de temps d'un mandat national ou local n'est pas du tout la même que la constante de temps de la société. Et moi, je suis contre des décisions prises trop rapidement. Voilà. Pour vous dire, par exemple, pour le mariage pour tous, moi je suis pas contre je suis même assez favorable. Dans ma famille, j'ai des homosexuels que je respecte et qui s'aiment, mais je pense qu'on n'aurait pas dû appeler ça le mariage, et ça c'est parce qu'on avait ça trop vite, hein. Voilà. Donc bon, troisième, j'en suis déjà à mon quatrième point. Quatrième point, je disais que
Voilà. Oui, c'est ça. Avec voilà, le quatrième point, c'est plutôt, il explique les points suivants. Il y a eu beaucoup de débats, j'ai suivi beaucoup de débats, enfin beaucoup de débats. J'en ai suivi un certain nombre à la télé, j'ai des revues qui me donnent des comptes rendus. Honnêtement, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet à des gens de s'exprimer et il y a une très bonne tenue de ces débats. On s'engueule pas. Moi, je suis pas d'accord avec mon voisin, mais je suis contente de savoir ce qu'il pense et puis de discuter avec lui. Donc, je trouve que c'est bien, mais il y a des tas de domaines sur lesquels je suis absolument incompétente. Alors, j'ai exprimé dans mon 5e point, ce que je ne vais pas développer ici, c'est tous les points auxquels je suis sensible, mais sur lesquels je n'ai pas forcément. C'est tous ceux qui sont liés à l'écologie, à la proximité, au dialogue, voilà, c'est ça. Et moi, le point qui m'intéresse le plus, dans la mesure où je travaille à la maison de retraite, c'est ce qu'on appelle, le LS républicain appelait ça le péril vieux, c'est-à-dire le nombre énorme de personnes âgées qui arrivent, et quand je vois tout ce qui a besoin de réfléchir, je trouve qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus, en particulier, il n'y a pas que des vieux, mais c'est quand même important, et il y a des trésors énormes dans toutes les personnes âgées, et on les considère un peu comme des personnes foutues. Voilà. Donc, mon point sur lequel je m'implique, c'est si dans la ville, on fait des commissions de travail sur ce problème des personnes âgées, je participerai. Voilà. Bon, alors, personnellement, ce qui me semble poser problème, c'est surtout cette démocratie, parce que c'est pour ça qu'il y a un grand débat qui est mis en place. Alors, ce que j'ai trouvé surprenant, par exemple, c'est qu'il y a eu plusieurs grandes manifestations beaucoup plus importantes que n'importe quel mouvement des Gilets jaunes pendant les 2 derniers mois. On n'en parle jamais aux infos. Parce que ce qu'il faut faire pour être entendu dans notre pays, c'est casser. Il faut casser des choses, et c'est en cassant des choses qu'on est entendu. Alors ça, je suis désolée, mais pour moi, c'est tout sauf de la démocratie. Je n'en tiens pas du tout rigueur aux Gilets jaunes. Je dis simplement que c'est la preuve d'un dysfonctionnement grave. Et donc, si effectivement les gens commencent à participer un peu, commencent à débattre, c'est très bien. La question que je pose maintenant, c'est dans la mesure où, malgré les Gilets jaunes, malgré tout ça, les informations ne changent pas, puisque depuis 2 mois, les grandes manifestations n'en parlent pas, etc., etc. Est-ce qu'on peut faire confiance à un débat comme celui-là, sachant qu'effectivement, on va lui faire dire éventuellement ce qu'on a envie de lui faire dire. Vu toutes les informations, on a effectivement un grand risque de voir ces informations lues avec des lunettes roses, bleues, vertes, je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas qui vont tout à fait déformer la réalité. Alors après, il y a un grand pari qui est effectivement de voir est-ce que le fait que les gens parlent, ce n'est pas une manière de remettre en place ce qui manque finalement dans ce pays, c'est-à-dire ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Alors avant, c'était les partis politiques, c'était les syndicats, ça a été les religions, ça a été tout un tas de choses, mais si on fait le constat, il n'y en a plus aucune qui marche vraiment, ou en tout cas pas de façon suffisamment fédératrice. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir à remettre en place des structures pérennes et qui permettent effectivement un débat sur le long terme. Parce que vu ce débat qui va dans tous les sens et qui part dans toutes les directions, je crois qu'effectivement, on ne pourra pas en tirer grand-chose. C'est mon côté sceptique en tout cas. Je voudrais réagir par rapport à ce que vous venez de dire et je vous rejoins complètement sur le fait que pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est surtout un mouvement de gens qui ne sont plus reconnus, qui ne se reconnaissent plus dans la société d'aujourd'hui. Voilà. Et effectivement, à travers les partis politiques qui le rejettent, à travers les syndicats, à travers tous ces corps intermédiaires. La faute... elle est multiple. Je ne la connais pas forcément. Enfin, en tout cas, il ne faut pas rechercher une raison spécifiquement, mais il y en a de multiples. Cela dit, je pense qu'il faut surtout rester positif. Aujourd'hui, ce soir, on est là ensemble et c'est déjà quelque chose de bien. Alors, ce mouvement-là, c'est grâce à lui, sûrement, voilà, faut le dire.
Alors, aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ce qui se casse, etc., et tous les samedis, on n'ose plus sortir parce qu'on est face à des manifestations, et ça, foncièrement, je suis contre ça. Mais bon, voilà, on doit se dire, maintenant, on en est là. Faut reconnaître que ce mouvement-là, il est profond, il est sincère de part de nombreux citoyens. Et essayons de se dire, ce soir, comme dans d'autres réunions qu'il peut y avoir ici ou là, cherchons au moins des solutions. En tout cas, c'est le moyen de s'exprimer ici et là, de dire chacun son idée. Effectivement, on n'est pas d'accord l'un l'autre, mais ce n'est pas grave. Sincèrement, c'est que positivement, on puisse chacun se dire « et si ça pouvait marcher ?» Et je pense qu'il faut, c'est juste le message que je voulais passer ce soir, c'est essayons de rester à minima le plus positif possible, parce que sinon, effectivement, on croit en rien, c'est pas la peine de venir là, c'est pas la peine de faire ceci ou faire cela. Donc, soyons positifs. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à toutes ces violences et tout ce on entend, par rapport aussi à l'extrême droite et ainsi de suite. Moi, je pense que au départ, le problème, c'est un problème d'éducation. D'éducation et d'études. C'est affreux à dire, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être remettre en question nos valeurs là-dessus. Ce qui est sorti comme l'antisémitisme et ce genre de choses, c'est quelque chose que moi j'ai plus envie de voir, que j'ai pas envie de voir. Je suis pas du tout religieux, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens ne s'intéressent plus à leur histoire, à leur propre histoire. Et moi, comme mesure concrète, par exemple, pour convaincre les gens à ne pas voter ou surtout ne pas aller dans des violences, c'est peut-être reprendre des manuels d'histoire, de faire un devoir de mémoire. Moi, il y a 2-3 ans, je suis parti à Dachau. Ça calme. Et après, on se dit, ouais, non, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Et durant ma visite, il y avait des écoles, il y avait des jeunes. Alors, bien sûr, pas des enfants, mais des jeunes adultes. Et je pense que c'est une prise de conscience, c'est de comprendre que finalement, tout ça, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, se souvenir, qu'est-ce que c'est que les extrêmes, pourquoi ils sont là, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que la violence, qu'est-ce qu'elle engendre, la violence. Après, je ne dis pas que c'est peut-être pas la solution miracle, mais je pense que ça pourrait faire prendre conscience à beaucoup de gens où c'est que ça peut aller, quoi. Voilà. C'était le devoir de mémoire que je voulais mettre en place. Ah, pardon. D'autres interventions, peut-être pour... Non ? Ah, allons-y. Bon, Jean-François, retraité, habitant dans le quartier, membre de l'association La Passerelle, comme beaucoup autour de cette table. Non, simplement, je voudrais remarquer, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce qui se passe et dans le débat qu'on a. J'ai jamais entendu parler que le prix des loyers était horrible et que le chômage était horrible. Vous réglez le problème de l'immobilier, c'est-à-dire des loyers et de la construction en France, et vous réglez le problème du chômage, il n'y a plus l'ombre d'un quart de gilets jaunes. Ne serait-ce que parce que les caisses de l'État seront pleines, les caisses de la sécurité sociale seront pleines, et tout ira bien. Alors, on parle de choses strictement qu'à la marge, toujours qu'à la marge. C'est un coup de taxe, un coup d'ISF, un coup de ci, un coup de là, c'est toujours à la marge. Strictement aucune solution globale. Or, sans solution globale, il n'y aura satisfaction de strictement aucune des revendications. C'est-à-dire, oui, réfléchir globalement. Didier, j'habite pas le quartier, mais juste à côté. Je suis un expat. Donc la question centrale, et d'ailleurs les thèmes, ils sont là, c'est quel État on veut, quel pays on veut. On se plaint
où certains se plaignent de payer trop d'impôts, d'avoir trop de fonctionnaires, et de l'autre côté, on veut du service public. Donc voilà, c'est quel pays on veut, avec qui, de quelle façon. On parlait de démocratie, des liberté, égalité, fraternité, qui n'est pas seulement sur les mairies, mais aussi avant sur toutes les écoles. Donc on parle de formation, d'éducation, donc à ce moment-là, quels moyens on met? Certains pays nordiques ont réussi à faire comprendre que payer, c'est avoir du service public. Maintenant, on se dit, on ne veut plus payer pour du service public, mais on veut le bénéfice des services publics. Donc voilà. Alors, je voulais rebondir et remercier sur ce qu'avait dit Jean-François, parce qu'effectivement, les deux des sujets qu'il évoque sont des sujets effectivement primordiaux, et c'est pour ça que le grand débat, nous y participons aujourd'hui. Il serait important, effectivement, comme Bernadette de souligner, que ce soit peut-être pas autant que possible récupéré. Puisque il est un peu quand même, voilà, c'est un peu le risque qu'il y a, et c'est un peu téléphoné, puisque quand on voit les sujets tels que Jean-François les évoquait, les deux grands sujets, hein, effectivement, la première dépense des ménages et des citoyens, c'est le loyer ou le remboursement de prêts pour l'achat, l'acquisition d'un bien immobilier. Et puis le sujet, bien entendu, du chômage et des gens sans emploi, ces deux sujets-là essentiels ne sont même pas dans les 4 propositions, quelque part, qu'avait proposé le président dans son grand débat. Donc il y a 4 grandes thématiques qu'il propose, et manifestement, ça, c'est pas dedans. Donc ça veut dire que, quelque part, le grand débat, le canevas qui nous est proposé, il n'est sans doute pas tout à fait dans les réalités du pays. Bon. Et d'autant plus que quand on regarde après les quatre grandes questions qui ont été posées par Macron, et qu'on regarde comment il les a formulées, on s'aperçoit que finalement, il a à la fois étayé ces 4 sujets avec quelques grandes questions qu'il voyait rentrer dedans, et il en faisait les questions et les réponses. Donc effectivement, c'est un débat qui n'en est pas un. Alors si nous, aujourd'hui, on peut contribuer à fait que ce débat, ça en soit en partie un, à notre petit niveau, et pourquoi pas. Voilà, parce qu'effectivement, dans l'état d'esprit de celui qui a lancé le grand débat, il faut bien en être conscient quand même, parce que c'est à ça qu'on est convoqué aujourd'hui. C'est pas un débat qu'il veut, hein, c'est récupérer le mouvement de contestation à son profit, alors que la contestation est a priori contre lui, contre son pouvoir. Et voilà, et en faire après à sa sauce, bien enfoncer l'affaire, et voilà. Et puis ça marche d'ailleurs, ça marche, parce que déjà, on voit que les gens sont en partie satisfaits de ce qu'ils voient en boucle de leur journée. Ils n'ont pas grand-chose à faire, ils passent leur journée à regarder BFM TV, LCI et compagnie. Et on voit qu'en boucle, on nous parle de toutes ces choses-là. Et manifestement, les sondages remontent à fond pour le pouvoir en place. Allez comprendre. Non, je voulais quand même attirer l'attention sur quelque chose. On a parlé tout à l'heure du grand débat. Je suis allé sur le site et je ne suis pas intervenu sur le site. Je suis intervenu sur celui-là parce qu'il permettait plus d'ouverture. Et je suis allé sur le vrai débat des Gilets jaunes. Je suis, pour moi-même, assez réticent sur le mouvement des Gilets jaunes. Mais je suis allé sur ce... parce que les questions sont beaucoup plus ouvertes. Mais ce que je note, c'est que dans les revendications des Gilets jaunes, les questions de loyer et les questions d'emploi ne sont pratiquement jamais évoquées. Les Gilets jaunes ont très souvent des démarches extrêmement individuelles, ce qui se comprend, puisque une sociologie des Gilets jaunes démontre qu'il y a beaucoup d'artisans et de commerçants qui ont par définition des démarches beaucoup plus individuelles par exemple, que du milieu ouvrier, que les gens du milieu ouvrier. Et je vais dire par là qu'il faut donc il faut faire attention à ça aussi. Les Gilets jaunes sont loin d'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur les problèmes qu'on rencontre en ce moment. Non. Pardon, bonjour.
Pardon, je suis arrivé en retard. François, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il n'y a pas de solution globale au chômage. Il faut une solution globale au chômage. Et moi, je suis curieux de savoir ce que c'est. Non, mais moi, je ne la connais pas. Je veux dire, elle n'est pas posée. Si vous voulez, autour des gilets, enfin, du mouvement des Gilets jaunes, des réactions de l'État en lui-même et du gouvernement, je ne vois strictement personne, sauf à la marge, quelques experts autoproclamés qui trouvent quelque chose à dire, mais c'est hyper ponctuel. Je n'ai jamais vu pendant ce débat, un seul homme politique de quelque parti que ce soit les extrêmes ou les autres, qui aborde les questions globalement en disant il faut qu'on règle le problème de l'immobilier et des loyers dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'à Nancy, les loyers sont le double de Berlin? Berlin est une capitale. En Allemagne, il y a 85 millions d'habitants sur un territoire plus petit que la France. Comment se fait-il que les loyers sont la moitié moins de ceux de chez nous? Il faut se poser ces questions-là. Je n'ai jamais entendu une seule personne poser cette question. Pourquoi les loyers en France sont le double d'en Allemagne? L'Allemagne, il y a plus d'habitants et le territoire est plus petit. Il y a donc un problème. Il faut régler ce problème. Et quand vous diviserez par deux le montant des loyers ou des charges financières du logement dans ce pays, je vous garantis qu'on aura très largement avancé. Eh bien, cette question n'a jamais été abordée nulle part et par personne. Je suis étonné. Sur la question du chômage, je suis désolée, mais il y a des solutions. Et je rappelle qu'on est dans une logique depuis 1983 dont on n'a pas changé et qui se règle au niveau européen. On a décidé une monnaie forte, on a décidé d'une politique qui privilégie effectivement la lutte contre l'inflation à celle contre le chômage. Et donc c'est un choix qui a été fait et qui laisse effectivement des possibilités. Il me semble que un point d'ailleurs sur lequel les syndicats ne se sont pas battus depuis très longtemps, c'est les salaires. Et soyons clairs, les gens seraient payés correctement, il n'y aurait plus de problème pour les caisses de chômage, il n'y aurait plus de problème pour les caisses de retraite, parce qu'effectivement, si les gens étaient payés correctement, ils cotiseraient correctement, ils auraient du pouvoir d'achat et ça fonctionnerait. Donc il y aurait beaucoup moins de chômage, donc on est bien dans une logique de redistribution qui n'est absolument pas à l'ordre du jour, et ça fait 35 ans. Et ça, pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Et c'est bien aux européennes, parce que ça c'est quelque chose qui dépend de la politique européenne, c'est bien le débat actuel dans le cadre des élections aux européennes qu'il faudrait le poser. Et je suis tout à fait d'accord, ça fait 35 ans, c'est tellement habitué à cette espèce de choses où on nous dit c'est l'international, sinon, etc. etc. Et on n'est pas les seuls à souffrir de ça. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de pauvres qu'en France. Et que même s'ils payent moins de loyer, il y a d'autres choses qui payent plus cher. Donc après, c'est une question de convention. En Angleterre, ils payent encore plus cher les loyers que nous. Donc c'est compliqué. C'est la structure des prix, c'est un petit peu... Mais on peut jouer sur beaucoup de choses et il faut arrêter d'imaginer que c'est tout à fait une fatalité. Et je rappelle aussi que si aux Français on proposait d'avoir un petit peu moins de travail encore pour certains, ce ne serait pas si mal parce que les 35 heures, pour la plupart des professions, c'est quelque chose de très très symbolique. Il y a la plupart des gens qui travaillent 38, 39, 40 heures. Donc il y a peut-être moyen de réduire un petit peu le travail quand même. Donc il y a plein de choses qui existent et dont effectivement on nous a complètement habitué à ne plus parler. Je suis assez d'accord avec effectivement ce que dit, je ne sais plus, Jean-François, je crois. Bonjour, moi je m'appelle Eric. Je suis effectivement d'accord sur certaines choses. Après, je pense que le problème en France, c'est pas qu'un problème en France, c'est un problème dans le monde. C'est qu'il y a une répartition de la richesse qui est très difficile actuellement, et c'est principalement des grosses richesses et des multinationales qui font les énormes bénéfices. Et j'ai appris aujourd'hui que je crois que c'est Macron qui veut proposer d'imposer les GAFA, qui sont les grandes multinationales qui se font le plus d'argent dans le monde. Et ça, je pense que si, à partir du moment où on impose ces entreprises qui payent souvent peu d'impôts en France, alors qu'elles gagnent beaucoup d'argent en France, ce serait très... Enfin, je veux dire, on aurait récupéré assez d'argent pour qu'il n'y ait plus de chômage et qu'il n'y ait plus de soucis, même de sécurité sociale. Donc, effectivement, on a des problèmes en France, mais on est dans le monde et on est dans un monde économique qui ne répartit pas les richesses. Et on accepte ça. Alors qu'on a des moyens juridiques d'éviter les monopoles, et on ne les applique pas. Entre autres pour Google qui a racheté Facebook il n'y a pas longtemps, et on aurait pu l'interdire. Et c'était une très mauvaise chose de ne pas l'avoir fait.
Alors moi, c'est juste un peu pour continuer en ce sens. C'est-à-dire, on parle de minima sociaux. À chaque fois, on augmente les minima sociaux. Bon, bah, c'est très bien, mais jusqu'où va-t-on les augmenter? Et pourquoi ne pas installer un maxima aussi? Des maxima sociaux? C'est-à-dire, parce qu'à chaque fois, on augmente, enfin là, on augmente 100 €, bon, bah, c'est bien, mais effectivement, ça va rejoindre la multinationale qui va encore augmenter ses prix, les loyers qui vont encore tripler, être à je ne sais pas combien d'euros le mètre carré. Alors, pour qu'une personne puisse être hébergée et se loger, on va lui redonner 100 € en plus pour que le propriétaire ou les multinationales, elles, se fassent des milliers d'euros en plus. Voilà, donc minima sociaux, oui, maxima sociaux, bah, à quand? C'était juste pour rebondir, parce que la dernière fois, je suis allé à un autre débat, et c'était avec des artisans. Hein, et donc, on en est ressorti sur le problème, justement, qu'en fait, souvent, on a de les multinationales, hein, c'est des multinationales comme Amazon et autres. Hein, en fait, on leur donne beaucoup d'argent public, comme on a remboursé toutes les banques. Hein, et en fait, c'est pas eux qui embauchent les gens, c'est vraiment les artisans et les petites PME. Et ces entreprises-là qui travaillent en local, les gens gagnent ici et donc dépensent ici. Et à ce moment-là, on n'enrichit pas les multinationales. Donc c'est aussi donné un petit peu comme le Florin qui s'est créé sur Nancy. C'est les gens qui travaillent ici dépensent ici. Et donc, les circuits courts, voilà, ça fait tout partie des quelques solutions. De toute façon, c'est comme l'écologie, il n'y a pas une solution qui est bonne, c'est plein de petits éléments qui vont permettre d'améliorer les choses. Je voudrais rejoindre l'intervention qui est faite effectivement sur les minima sociaux et les maxima sociaux. C'est vrai que c'est un problème et ça contribue à augmenter effectivement les inégalités, comme c'était développé tout à l'heure, et qui sont un problème crucial dans notre pays, c'est crucial, mais dans plein d'autres pays. Parce qu'effectivement, les minima sociaux sont très très bas. Hein. On voit bien les gens avec des toutes petites retraites qui ont travaillé toute leur vie pendant 40 ans, qui ont 500, 600 €. Voilà, donc qui sont loin du seuil de pauvreté, parce que le seuil de pauvreté, il est à 900 €, 900 et quelques euros, je crois. Donc le SMIC est à 1200 € net. Alors là, je parle que du net, mais on voit bien qu'effectivement, pour le compte n'y est pas pour les minima sociaux. Et ça coûte au final assez peu, ou ça coûterait assez peu à la collectivité d'augmenter ces minima sociaux, qu'ils soient petite retraite, RSA, allocation adulte handicapé, aide pour les femmes seules avec enfants et tous les gens qui sont à temps partiel, etc., etc. Par contre, c'est vrai que le problème, il est surtout du côté des maxima sociaux, puisque c'est vrai que aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait plus de limite quant aux gros salaires, puisqu'on voit qu'on est passé à des échelles de salaire qui sont complètement anormales. Hein. On a les salaires des grands dirigeants, ou même d'un certain nombre de gens dans la fonction publique aussi, avec les primes, etc., ne finissent pas d'augmenter. Donc c'est quand même un problème énorme. Il n'y a pas non plus de limite, bien au contraire, aux gens qui sont propriétaires et qui sont actionnaires de grandes entreprises, puisque l'État n'a de cesse que tous les jours de diminuer, comme tout à l'heure il était précisé, l'imposition des grandes entreprises qui paient déjà des taux d'imposition très 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 bas, n'a de cesse que de les diminuer, ce qui augmente encore plus le bénéfice des gens qui ne savent déjà pas que faire avec leur argent. Donc c'est quand même un problème monumental et une évasion, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème d'évasion également, il y a de l'argent qui circule un peu partout entre tous les pays du monde, c'est-à-dire les collectivités nationales, hein, mais il n'y a pas que la France, hein, tous les pays du monde malheureusement souffrent de manque de moyens quelquefois, alors que l'argent, il est dans des endroits où il n'est pas possible de le prendre. Et donc ces maxima sociaux, il serait temps de les limiter et d'y mettre un terme. Or là, effectivement, le pouvoir actuel, l'objectif numéro 1 de Macron, il a bien dit, quand il arrive au pouvoir, c'est de faire en sorte que tous ces capitaux-là et tous ces gens qui sont riches soient demain de plus en plus riches, encore plus riches parce qu'ils ne sont pas assez. Voilà, donc c'est l'objectif. Donc effectivement, ça va complètement à contre-courant de ce qui est demandé ce soir. Et où
Et comment augmenter ces choses-là? En continuant à dilapider l'argent de l'État avec des aides en tout genre, des crédits d'impôt, de toutes sortes d'optimisations fiscales permises pour ces structures-là, mais également, et ça c'est en pompant par contre les petites gens, et en diminuant toujours les minima sociaux, en diminuant les retraites, en augmentant les CSG, en laissant des TVA, c'est important, ou en les augmentant, en augmentant, et là c'est phénoménal, la taxe sur les produits pétroliers de façon éhontée, en laissant déraper le prix des comment ça s'appelle, des péages d'autoroute pour les gens des régions qui n'ont que des autoroutes pour circuler, c'est un problème énorme évidemment, enfin, etc., etc. La liste est tellement longue. Les petites gens souffrent, ne parlons même pas de la baisse de l'allocation de logement, ce qui est inédit, ça ne s'était jamais vu depuis sans doute la mise en place de l'allocation de logement. Et Macron l'a fait, il a fait ce que n'importe quel gouvernement d'extrême droite n'aurait jamais osé faire, il a diminué le montant de l'allocation de logement pour la première fois. Merci. Excusez-moi, moi je voudrais rebondir parce que je suis en train de monter un peu en pression sur ce que j'entends parce que je suis moi-même touchée par le mouvement des Gilets jaunes. Je suis une maman qui est au chômage depuis des années. Je vis seule avec mes enfants, enfin avec mon dernier enfant. J'ai dû déserter mes Vosges malgré un projet associatif dans mes Vosges. J'ai envie d'un petit peu, je suis un peu, vous ne me connaissez pas, je suis un peu remontée puis contente de participer au débat à la fois. Parce que il faut aussi parler des familles, il faut parler de l'individu, des femmes, des hommes, mais des femmes aussi, des femmes, des mères au foyer, qui ont besoin de travailler tout simplement pour être, pour créer, pour exister, pour être égal à vous, messieurs. On a ce besoin, c'est un droit aujourd'hui français et on est bien content de pouvoir avoir chacun sa place. Mais malgré ce parcours-là, on est quand même les femmes on galère, quoi. On galère pour dire voilà, maintenant je veux travailler, je sais peut-être pas ce que je veux, il y a un moment je sais ce que je veux, mais comment j'ai ma place dans la société? Soit je suis une femme et c'est difficile de se faire entendre, parce que c'est difficile, c'est un gros combat de mettre des limites et voilà, de se faire accepter et entendre et écouter. Et il y a des injustices face hommes-femmes, mais aussi la couleur, malheureusement. Et on est confronté chaque jour quand vous sortez de chez vous à ce problème. Moi, j'ai tourné le problème dans tous les sens. J'ai élevé mes 3 enfants. J'ai pris mes congés parentaux, j'ai été demandeur d'emploi, je me suis consacrée à ma vie d'ouvrière parce que j'avais décidé d'être ouvrière, je n'avais pas d'autre projet. Et jusqu'à un jour où j'ai quitté mon travail d'ouvrière pour harcèlement moral, et là j'ai compris plein de choses. J'ai compris que le pouvoir de ma ville, les gens de ma ville, tout le service social d'accompagnement que j'avais en tant que demandeur d'emploi, accompagnement par le Conseil général, le Greta, enfin toute la population sociale et humaine qui est en difficulté parce que dans ma ville des Vosges, Neufchâteau, il y a de la grosse misère, il y a une grosse demande, il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui souffrent de l'alcool, de la drogue, etc., de la misère, du manque de travail, du manque de plein de choses. Et il y avait un projet à faire, il y avait en tout cas une association à faire en tant qu'individu qui cherche de l'emploi. On avait les accompagnements pour monter un projet. Malgré ça, pendant 3 ans, 2 ans, je me suis investie bénévolement auprès des gens, des habitants qui habitaient dans mon quartier, qui mouraient devant moi, qui se tiraient dessus, qui se mettaient des coups de couteau, qui se mettaient le feu dans les matelas. Et la ville, elle n'est pas intervenue. J'ai fait vraiment un gros accompagnement pour monter ce projet, avoir un accompagnement pour aider ces personnes qui mouraient à mes côtés. Et ça m'a été refusé. J'ai été invitée à partir de ma ville. Et c'est un gros choc. Je suis arrivée à Nancy. J'ai trouvé du travail en tant qu'agent d'entretien et de cantine dans les cantines scolaires. J'ai eu des soucis de santé très vite. Parce qu'après 6 ans de ne pas avoir eu d'emploi, faire du ménage dans les écoles,
Servir les enfants à la cantine, c'était très lourd à gérer. Les horaires sont très difficiles. Vous mettez votre enfant à l'école le matin et vous ressortez le soir et il est 20h30 et voilà, vous n'avez pas vu votre enfant. Il y a toutes les difficultés qui sont ensemble. Je trouve que la ville, elle n'a pas répondu. J'ai fait un burn-out. J'ai eu un diagnostic santé très mauvais. J'ai demandé à ma ville de me tendre la main pour essayer de me reclasser. Ça ne s'est pas fait. Et tout ça pour vous dire, en faisant un peu plus court, c'est pas faute d'avoir demandé de l'aide partout où je suis allée. J'ai toqué à toutes les portes. Si j'arrive aujourd'hui à un projet de me dire, c'est un peu délirant, mais de dire je vais faire ma maison du bonheur, c'est parce que j'ai été toqué à toutes les portes dans ma ville des Vosges. J'ai fait une première demande à la ville de Nancy. Ça n'a pas abouti, soit. Mais ce que je vais vous dire, si on arrive à pas voter à un moment, c'est parce qu'il faut aussi être intégré. Et même si vous êtes né en France, si vous avez mis vos enfants en France, il y a des villes, il y a des maires, il y a des personnes qui ne vous laissent pas votre place. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Moi, je demande aujourd'hui à la ville, en tout cas, je n'ai pas encore fait la demande, mais qu'on soit écouté effectivement en tant que personne. On nous parle de faire des formations, on nous parle de ci, on nous parle de ça. On a des projets concrets. Et qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Qui peut nous aider pour les concrétiser ? Parce qu'on parle de chômage, bah c'est bien. Moi, j'ai envie de faire, mais jusqu'à maintenant, je suis toujours demandeur d'emploi. Malgré que je suis sur Nancy depuis 4 ans, je n'ai pas demandé de l'aide encore, j'en demande aujourd'hui, c'est le moment. Voilà, je redonne le micro, je lance le débat sur comment on peut faire pour avoir à manger, un toit, partager, créer ensemble. Ouais, bonsoir, Michel, de la Passerelle également. Je suis obligé de le dire. Ouais, il fut un temps, je pensais que qu'on allait dans le mieux, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pensé que c'était pas mal. Moi, ça n'a pas toujours été facile. Puis à un moment donné, j'ai pensé que ça allait dans le mieux. Enfin, dans le mieux, c'est-à-dire que ma situation s'arrangeait, d'autres situations s'arrangeaient, etc. Puis depuis quelques années, je m'aperçois qu'en fin de compte, c'est pas du tout ça. Au contraire, ça va de moins en moins bien. Tous les problèmes de transport, les petites villes qui sont pas desservies. Les problèmes d'éducation, des élèves en pagaille dans des classes, les profs qui... On peut dire des profs, quoi, mais je veux dire les vacances ou autres, mais enfin bon, souvent les profs sont... Beaucoup d'élèves, disons, dans les classes, et puis c'est un problème, quoi, parce que du coup, ça amène voilà, avec les gamins. Quoi d'autre ? Problème d'éducation, problème de santé. C'est pareil, on donne tout au privé. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment un problème. Pris dans des places, par exemple, dans les EHPAD. Je veux dire, on paye une place, un ancien qui va dans un EHPAD, il paye plus cher que ce qu'il gagnerait dans son mois. Quoi. Je veux dire, on paye 2000 ou je sais pas. On ne gagne pas tous 2000 €, si ce n'est pas plus, ouais, bien sûr. Je vois pas. Alors, on est ancien, on mange peut-être un peu moins on mange moins, on fait pas d'activité, etc. On est dans un EHPAD, on paye très cher. La famille est mise à contribution pour des trucs comme ça. Voilà, bon, voilà, j'ai pas de solution, hein, c'est des constats que j'ai comme ça. Le tout placé souvent, donc je disais, dans le privé, les PV. Alors maintenant, il y a des gens qui vous mettent des PV, c'est des privés, c'est même plus la police municipale ni rien du tout. Et puis là, on peut plus leur parler, quoi. Je veux dire, ils vous méprisent totalement. Le gouvernement nous méprise également, parce que là, franchement, je trouve que quand on parle, quand on explique, les gens essayent d'expliquer quoi que ce soit, il y a un vrai mépris, il y a des réflexions. On a l'impression que, oui, effectivement, comme disait Eric tout à l'heure, il y a l'argent d'un côté, puis il y a les autres qui ont du mal à s'en sortir, on les enfonce un petit peu plus, etc. Enfin voilà, c'était un peu mon constat. J'ai pas de solution. Voilà, donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui en a une là, peut-être. Non. Vas-y, je te redonne le micro. Tu te présentes ? Oui, il y a peut-être que... Tu as une solution, je te repasse le micro. Non, mais moi j'en ai donné une. Ah. Ouais. Moi, j'ai l'impression, quand j'entends, c'est que c'était mieux avant. Non, avant, il y avait des gens qui s'occupaient de leurs parents. Les parents habitaient aussi chez les enfants. Donc oui, effectivement, il y a des problèmes de transport. Mais il y a des couples, j'en fais partie, on a 3 voitures. Ouais,
enfin, quand on réfléchit, c'est complètement con. Et je ne suis pas le seul, je pense, à avoir plein de bagnoles pour aller au travail, parce que madame a sa voiture, parce que j'ai ma bagnole perso. Bon, il y a peut-être un moment donné aussi de se dire, mais pourquoi j'attends tout de l'État, j'attends tout des autres, et si je me remettais à plat moi-même? Alors, je dis ça parce que ça paraît bête. Moi, j'ai une double culture, hein. J'ai une culture suédoise et une culture française. Donc ça me permet aussi d'aller voir autre part, et de me rendre compte comment on vit, quoi, et de se dire que, ouais, la France, il y a des problèmes, mais elle n'est pas si pourrie que ça. Mais c'est peut-être aussi à nous de changer dans notre tête. Moi, je me souviens, un exemple bête. Il y a 9 ans, on m'a pris pour un con parce que j'ai acheté une voiture roumaine au GPL. Quand je passe à la pompe, c'est 75 centimes. Ah, c'est sûr qu'à cette époque-là, oh, quel con! Quelle voiture de merde! Ouais. C'est juste, voilà. Là, moi, à Nancy, je prends tout le temps mon vélo. Ben, moi, je trouve que l'optique de ce qu'a fait la ville de Nancy avec les pistes cyclables, ben, c'est bien. C'est pas le top, clairement pas. Mais on y va. Donc dire que tout était mieux avant, c'est pas vrai. Regardez, il y a 10 ans, il n'y avait pas une piste cyclable, c'était l'horreur. Le piéton, enfin voilà, c'était soit on était piéton, soit on était en bagnole. Et quand on était piéton, voilà quoi. Donc il y a quand même des avancées. Moi, je suis apolitique, mais je me dis simplement, quand on regarde par rapport aux autres pays, on n'est pas si mal. Il y a mieux. Eh ben on essaie d'y tendre, mais chacun de notre côté. On peut tous y aller, mais en se donnant un peu tous ensemble, mais pas forcément à attendre des autres, quoi. Toujours attendre de l'État, de ceci, de cela. Je vais rebondir sur le chômage. Moi, je suis intérimaire depuis presque 13 ou 14 ans, par choix. Moi, dans mon agence, moi je suis électricien, dans mon agence, il m'a dit, on ne trouve plus personne. Ils cherchent même des manœuvres. Il dit, ils ne trouvent même pas des manœuvres. Alors si quelqu'un veut y aller, alors je sais que c'est pas drôle de porter des sacs de ciment toute la journée, mais il y a du boulot. Il faut aller voir les agences d'intérim. Alors après, on va dire, c'est des contrats courts, c'est des contrats merdiques. Moi, j'ai commencé par les contrats merdiques. Maintenant, je fais des missions 3 ans chez Eiffage, là, je suis chez SPI, et ainsi de suite. Voilà, du boulot, il y en a, mais il faut se donner aussi, voilà. Je dis pas que c'est forcément drôle tous les jours, mais essayer un petit peu de se donner soi-même. Putain, il y a des trucs, on y arrive, quoi. C'est comme l'écologie, c'est tout le monde. C'est les déchets, les saletés. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien qu'on règle le problème des déchets le long des routes, quoi. Il n'y a jamais eu autant de plastique, enfin les routes sont dégueulasses, bienvenue en France, quoi. Alors, j'ai lu comme quoi il y avait une sorte de consigne du plastique. Il y avait quelqu'un qui avait marqué ça dans le papier que j'ai reçu de Nancy. Je crois que c'est une bonne idée. Le jour où on mettra une petite consigne, ou ne serait-ce qu'un bac, je ne sais pas, au poids, j'en sais rien, moi je dis un prix comme ça, 10 centimes le kilo, bah, ça fera comme la ferraille, on n'en verra plus. Il n'y a plus de ferraille qui traîne dans la ville. Ou alors, très peu, il y a des ferrailleurs qui tournent. Le jour où on verra des gens avec du plastique tourner pour le ramasser, il n'y aura plus de déchets. Et juste pour terminer avec ça, s'il y a autant de déchets, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de déchets, parce que les gens avaient moins d'argent. Les gens, ils gardaient. Maintenant, on a de l'argent, on jette. C'est bizarre, enfin, je ne comprends pas, quoi, le truc. C'est peut-être aussi une question aussi de propreté. Tout le monde peut être propre. Je rebondis vite fait, je suis très en accord avec ce que vous dites. En ce qui concerne les déchets, on a quand même quand on a quand même des grosses tempêtes de vent. Ça arrive très souvent où vous voyez des sacs plastiques, des bouteilles, quand il y a des grosses bombardes de vent qui volent dans toutes les villes. Et c'est une partie, le vent, qui fait beaucoup de dégâts. C'est pas que les gens. Il y a les gens, on le sait, mais les bourrasques de vent amènent aussi Ah bah, moi, j'ai vu un moment une ville, il y a eu des bourrasques, ça volait il y avait une déchetterie, ça volait dans tous les sens, mais il y avait une déchetterie. Et juste pour rebondir, la ville de Nancy, c'est quand même une ville où il y a vraiment beaucoup d'associations et c'est le grand bonheur pour ça. Et en ce qui concerne vos 3 voitures, bah, vous voyez, faites du covoiturage. Aujourd'hui, on est amené au partage, il y a des possibilités, il y a des sites qui existent, il y a des gens qui veulent faire, il y a des gens qui veulent partager, ouvrir, donner, troquer, quoi, parce que c'est une des solutions et moi, c'est ce que je veux faire et j'invite chacun à ouvrir sa porte, c'est son cœur. Alors, j'ai une rafale là, on va faire comme ça. Eva, ouais. Alors moi, je suis assez d'accord avec mon voisin. C'est vrai que c'est assez choquant de voir que pour certains, ils attendent tout de l'État. Les parents attendent tout, y compris des miracles de la part des enseignants. Mais ça, mis à part aller à Lourdes, je ne vois pas comment on pourrait faire. Et encore.
On attend effectivement d'arriver à l'hôpital et d'avoir affaire à des médecins qui... Bon, il faut être clair, les médecins qui ont une spécialité, ils sont tous plus ou moins à un moment ou à un autre, ils font un passage au CHU, et puis après ils se font débaucher par les grands groupes, que je ne citerai pas, qui y tiennent, en tout cas ici localement, toutes les cliniques. Un salaire de médecin, j'ai un copain pour qui c'était le cas, ça peut être au minimum le double, avec un confort au niveau des gardes, etc. etc. On ne va pas le reprocher. Alors effectivement, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une autre réunion, le patron du CHU, effectivement, et un autre médecin qui était là, évoquait le fait d'essayer de rendre l'hôpital attractif. Ce serait peut-être, ça peut arriver, on peut créer aussi des vocations. Je veux dire que c'est pas impossible. Et bon, voilà, je pense qu'il y a aussi des choses à faire par soi-même, avoir un peu plus de civisme, ne pas attendre toujours que tout tombe d'un coup. Moi, je voulais dire aussi que, par exemple, moi, l'histoire des Gilets jaunes, j'ai rien contre eux. Hein. Moi, il y a certains aspects qui m'ont choqué beaucoup. Je peux comprendre que les gens, d'un seul coup, ils en aient marre, que quand tout va mal, que vous avez des problèmes de fin de mois, que vous avez... Ça, je peux comprendre. Moi, il y a des choses qui m'ont choqué à cette époque-là. Moi, j'ai un copain qui est député du Bas-Rhin. Ce qui a été écrit par rapport sur ses murs de permanence, c'était pas très cool, même si c'est un mec très bien. Bon, voilà, il y a des choses comme ça. La casse dans le mobilier urbain, ça me gêne aussi. Moi, je pense que les Gilets jaunes, ils ont sûrement raison de se plaindre. Ça, moi, au fond, je remets même pas ça en cause. Mais je pense qu'ils n'ont pas les codes. Je ne veux pas faire de... Voilà. Et ils ont une manière de s'exprimer qui, moi, me choque. Quoi. Je veux dire, la violence, non merci. Je veux dire que moi, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve ça un petit peu pas normal. Et qu'au bout du compte, toute la casse, on va tous la payer. Tous et toutes, on la payera. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'a frappée, parce qu'à la même époque où le mouvement du Gilet jaune a commencé, j'ai vu une série d'émissions qui m'a vraiment paru assez pertinente sur Arte, qui est sur ce qu'on appelle dans la société les invisibles. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont, on va dire, un salaire, un revenu qui est juste au-dessus de 2 000 euros, au-dessus de 2 200 euros. Ces gens-là, on n'en parle jamais. Parce que, visiblement, par rapport aux autres, par rapport aux Gilets jaunes, je ne le dis pas de manière péjorative, on a presque l'impression que ce sont des nantis. Et ça, c'est pas vrai. Les gens qui sont juste au-dessus de 2002, c'est des gens qui ont, pour certains, Bac plus 6. Il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Et vous vous retrouvez, regardez, ayez la curiosité d'aller regarder les grilles de salaire de l'enseignement, par exemple. Moi, je ne parle que de choses que je connais. Moi, je fréquente dans mon métier aussi, je fréquente beaucoup de gens du corps de police et des commissariats, etc. Vous seriez étonné de savoir ce que gagnent ces gens-là pour le boulot qu'ils font. Ce sont des gens qui sont lauréats de concours, etc., etc. Et ces gens-là, c'est curieux, on ne nous entend pas. Mais il faut savoir aussi qu'on dégringole depuis des années. Je suis désolée, on dégringole depuis des années. Il faut quand même aussi être conscient de ça. Bon. Par rapport à l'organisation de l'État, les services publics, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article dans Libération qui a fait une enquête sur le service public. Il y a un certain corps de fonctionnaires, ceux qui ne sont pas régaliens, pour ne pas les nommer avec plus de précision, il y a quand même des gens qui réussissent à ne travailler que 30 jours dans l'année. Ils y arrivent. Et ils ne sont pas isolés. Alors moi, je voudrais bien qu'ils me disent comment ils font. Hein. Parce que moi, j'ai quand même trouvé le moyen d'aller travailler l'année dernière sur un fauteuil roulant et avec un pied et une jambe plâtrée. Et je suis fonctionnaire. En partie. Donc moi, il y a des choses aussi qui m'interpellent. Je ne dis pas qu'en France, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... tout ça, je suis bien d'accord. Mais je pense que, pour moi, les Gilets jaunes sont irrespectueux par rapport au reste de la population. Dans leur manière de faire. Parce que c'est curieux, comme disait Jean-François tout à l'heure, moi aussi je suis allée voir dans les sites des trucs, les revendications des Gilets jaunes, etc. Où souvent, moi je vais faire mes courses à la Porte Verte, à l'époque où ils étaient sur le rond-point. Ça m'arrivait, moi, de me stationner là, à Brico Dépôt, là où ils font leur campement, puis discuter avec les gens.
Mais il n'y en a pas effectivement qui se plaignent du problème du loyer, de choses comme ça. On voit que ce n'est pas dans leurs préoccupations. Leur préoccupation, c'est quoi? C'est prendre le pouvoir. Je ne sais pas, mais moi, il faut quand même qu'ils comprennent que Macron, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, il est élu. Donc, c'est tout. Et il va falloir l'appuyer 5 ans, comme on s'y appuyait les autres précédents. Je veux dire, voilà. Donc, à partir de là, il faut quand même être un petit peu raisonnable aussi. Moi, ça me choque. Je suis désolée, mais ça me choque. Hein? Moi, j'ai un mari qui est dans le libéral, et je peux vous dire que mon mari, il galère. Il galère. Au jour d'aujourd'hui, il n'a pas d'employé. Pourquoi? Parce qu'un employé, ça lui coûterait mais une fortune. Une fortune. Plus que ce qu'il ne paierait l'employé. Il y a quand même un problème. Voilà. Alors, on ne crie pas, on n'est pas sous les plombs, mais on est bien d'accord. Mais voilà. Après, quand on regarde la crise des Gilets jaunes, c'est parti, entre autres, avec l'histoire du prix du carburant. Bon. Ben, moi, ma fille, par exemple, elle va à Ludre tous les samedis. Bon, elle a une activité sportive qui fait qu'elle va à Ludre. Ben, elle y va en bus. Et vous savez ce que ça me coûte? Ben, ça me coûte peanuts. Ça me coûte moins que d'y aller moi avec ma voiture. Donc il faut réfléchir. Les gens qui étaient au rond-point, là, du côté d'Oudemont, du Cora, c'est des gens qui sont à Ludre, etc. Les gens qui habitent Ludre, ils ont des bus et ils ont le train. Il ne faut quand même pas exagérer. Par contre, vous faites le test, vous prenez votre voiture dans le sens Nancy, vous redescendez du côté d'Épinal, à partir de 5 heures, c'est la queue. Mais c'est infernal cette affaire. Tous ces gens-là qui sont dans les voitures, moi j'aimerais bien leur poser la question, leur dire, dites donc monsieur ou madame, vous ne pourriez pas prendre le bus? Parce qu'avec un abonnement comme ça, eh ben, ça vous coûte beaucoup moins cher. Moi dans ma famille on est 3 et on l'a l'abonnement. Bon, pour parler très concrètement, c'est-à-dire moi je fais de la ville. Grand trajet dans la semaine de ma voiture, c'est Nancy-Ludre, au club d'équitation. Bon. Tout ça par mois, en gros, avec une petite voiture. Hein. Moi, j'ai une toute petite voiture. Ça me coûtait dans les 80-90 €. C'est-à-dire ça, les déplacements au supermarché, amener ma fille à l'école. Au jour d'aujourd'hui, on se déplace à 3 pour moins de 45 €. Voilà. C'est tout. J'en ai pour 10 secondes. Juste, je tiens quand même à préciser que c'est bien de prendre le bus, mais quand on habite une partie des rives de Meurthe, où il y a un bus tous les 3/4 d'heure aux heures creuses, bon, moi, pour le moment, je fais tout à pied. Mais, comment ? Chouette. Non, mais pour dire qu'effectivement, il y a quand même une dégradation de certains services publics, dont notamment les transports, et dont la fermeture de plein de petites gares entre Nancy et Épinal. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, sur les services publics, c'était justement le point. Là, il y a quelque chose comme je viens d'entendre, qui fait absolument bondir et plein de contradictions. Bon, effectivement, il y a on voit bien qu'il y a une volonté de déconstruction de l'action des fameux gilets jaunes, là. Mais il ne faut quand même pas raconter n'importe quoi, comment dire, de façon idéologique pour déconstruire les gilets jaunes. Bon, en l'occurrence, je viens d'entendre des choses qui étaient un peu du n'importe quoi tout de suite. Alors, je voulais simplement dire la chose suivante, c'est que les gilets jaunes, effectivement, une de leurs principales revendications, c'était cette question des déplacements. Cette question des déplacements, vous avez vraisemblablement remarqué qu'une partie importante des gilets jaunes ne sont pas des urbains, ce sont des gens qui sont dans les campagnes, et ce sont des gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller au travail. Parce que malheureusement, les services publics, on nous dit qu'il ne faut pas compter sur l'État. Je veux bien. Et les mêmes personnes qui critiquent les gilets jaunes viennent tout à l'heure de critiquer, de dire qu'il ne fallait pas tout compter sur l'État. Je veux bien, mais enfin, les moyens de transport public qui peuvent se substituer à la voiture individuelle peuvent venir essentiellement de l'organisation collective. Qui c'est qui organise les trains? Qui c'est qui organise les bus? C'est essentiellement les pouvoirs publics, qu'ils soient collectivités territoriales ou qu'ils soient État. Donc s'il n'y a pas de collectivité pour organiser, pour se substituer à la personne individuelle, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a pas, etc., il n'y a pas d'alternative. Et donc, le combat de ces fameux gilets jaunes là, qui interpellent, ils ont tout à fait raison d'interpeller.
parce qu'ils sont dans des situations effectivement difficiles où ils ne peuvent pas se partir de la voiture et où circuler en voiture, ça leur coûte des fortunes et ça leur coûte pas 3 francs 6 sous comme les gens qui ont la chance d'être sponsorisés, comme les habitants de Paris, et pour qui effectivement le métro est très largement sponsorisé, etc., les transports publics. Donc les gens qui habitent les grandes villes, effectivement, ont des conditions beaucoup plus avantageuses que les gens des campagnes. Deuxième chose, quand quelqu'un parlait des inégalités tout à l'heure, il parlait des inégalités de revenus entre les gens qui ont les plus bas revenus et les gens qui ont les plus hauts revenus. Dans les gens qui ont les plus bas revenus, est-ce que les gens qui ont les plus bas revenus doivent passer leur temps à se stigmatiser entre eux? C'est-à-dire entre celui qui a 500 €, 800 €, 1000 €, 1200 €, 1400 €, 1500 €, 2000 €, jusqu'à preuve de contraire, la personne qui a 2000 €, même si ce n'est pas une fortune, elle a 2 fois plus qu'une personne qui a 1000 € ou 1200 € qui est au SMIC. Voilà. Elle a 3 fois plus si on fait de l'arithmétique qu'une personne. C'est très simple, c'est du calcul arithmétique. Donc, alors je continue. Vous prenez la parole après si vous voulez, mais pour l'instant, c'est chacun parle à son tour. Donc, si les personnes qui ont 2500 € par exemple, ou 5000 €, ou 10 000 €, ou 30 000 € ont du mal à rejoindre les deux bouts, et ce qui est concevable, parce qu'effectivement, il peut y avoir des dépenses qui sont également dans la ligne de leurs revenus, est-ce que dans ce cas-là, ils doivent stigmatiser les personnes qui en ont encore moins qu'eux et qui, si eux ont des difficultés avec des revenus de 5000 €, ils peuvent bien comprendre que quelqu'un à 500 € aura vraisemblablement encore plus de difficultés, surtout s'il a plein d'enfants à charge, ou s'il a une personne âgée, etc., ou s'il est handicapé. Donc il y a quand même des discours un peu démagogiques et un peu étonnants que j'entends ce soir. Bon, pourquoi pas, mais ça paraît un peu... Merci. Il y a un débat, chacun s'exprime, tout est enregistré, on pourra vous retracer. On va essayer de redescendre un tout petit peu en température et je donne la parole là. Vous êtes en train de déconstruire, parce qu'il s'il n'y a pas d'esprit critique, le débat, vous l'arrêtez tout de suite. Alors, accuser les autres de déconstruire, je trouve ça absolument ignoble. D'accord. Donc, on va essayer surtout de ne pas faire un ping-pong. On va essayer... Donc, voilà, on va essayer de ne pas faire de... Moi, je propose qu'on fasse l'avocat de l'ange, c'est qu'on parle plutôt que l'avocat du diable, qu'on parle plutôt de propositions de ce qu'on voit, et moins en réaction à l'un ou à l'autre. En sachant que, moi, a priori, je ne suis pas censé intervenir, mais je vais quand même dire quelque chose. La concentration de la pauvreté actuellement, on la connaît parfaitement, elle est dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On est sur un quartier prioritaire ici, là-dessus. C'est pas dans les centres là-dessus. Là où il y a le plus de pauvres, c'est d'abord dans les quartiers prioritaires. Alors j'avais Hélène. Non, sur le service public, il y avait ce débat. Et surtout, voilà. Et comme elle n'est pas intervenue... Oui, moi je travaille à la Poste. Je travaille sur 4 bureaux, dont le Haut-du-Lièvre. Donc c'est quand même un bureau pas toujours facile tous les jours. Voilà. Et je voulais aussi vous dire que de plus en plus, nous avons des grosses incivilités. Alors je ne sais pas si c'est dû à ce mouvement ou à d'autres, mais depuis quelque temps, j'interviens en permanence sur des incivilités, des gens qui veulent leurs sous absolument, qui nous traitent de salopes au guichet. Et c'est quand même très compliqué. Je trouve qu'il y a quand même un manque d'éducation important dans les familles et que tout le monde veut tout. En fait, ils n'ont pas d'argent sur leur compte. On a eu d'ailleurs au mois d'octobre une attaque à main armée avec un pistolet sur la tempe d'un guichetier parce qu'on ne lui donnait pas ses sous, quoi. Donc ça devient, je trouve, la violence, elle est quand même progressive et de plus en plus. Et c'est pas toujours dans les... je travaille dans 4 bureaux de poste. Et des fois, c'est pas toujours dans le plateau de haie qu'il y a de la violence. C'est aussi dans d'autres bureaux de poste où il n'y a pas d'étrangers, on va dire, entre guillemets. Voilà. Et je trouve qu'il y a une grosse montée de la violence. Et je voulais aussi parler de l'aménagement du territoire. J'ai travaillé en bureau de poste rural. Je vais vous dire, quand on dit qu'on ne doit pas fermer les bureaux de poste, j'ai travaillé à Bertrichon. Tiens, c'est un petit bureau à côté de Baccarat. Quand vous êtes au guichet toute la journée, que vous avez 3 clients et vous ne savez pas quoi faire, c'est pas le top non plus. Parce qu'on peut dire, d'accord, il faut garder du service public, mais moi je suis fonctionnaire. Le service public, c'est bien,
Mais quand vous êtes là, pas savoir quoi faire pendant toute une journée, 8 heures par jour, c'est compliqué aussi. Parce que les gens qui râlent, qui n'ont pas de service public, vous croyez qu'ils avaient leur compte chez nous? Non, pas du tout. Et c'est si vous les gares, c'est toujours. Enfin, moi, je sais que j'ai travaillé longtemps à la campagne. Il y a une quinzaine d'années qu'on est à Nancy, mais avant, on était en campagne. Et franchement, quand vous travaillez et que vous avez personne, ben, c'est long aussi, parce que vous allez dire, bah oui, c'est bien, on n'a rien à faire. Mais quand on n'a rien à faire de la journée, c'est pas marrant non plus. Alors après, à un moment, on peut demander plein de choses, mais il faut aussi que les gens se bougent et viennent. Parce que s'ils viennent pas, ben, ça sert à rien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien, j'avais Madame Hélène, je crois. Merci. Moi, je voulais rebondir à ce que disait Madame sur les gilets jaunes. Je suis quelque part gilet jaune dans mon cœur. Hein. Voilà, c'est la lumière aussi, c'est l'éveil de chacun. Mais je voulais dire quand même que les gilets jaunes, c'est eux qui donnent à manger aux SDF qui sont dans la rue aujourd'hui. Et si, madame. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a des gens qui sont là pour se donner à manger les uns les autres. Quand M. Macron, notre président, nous retire à nous, personne dans le minima sociaux, parce que j'en suis une, on nous retire 5 €. Alors, qui nous donne à manger, qui nous loge, c'est pas M. Macron. Il nous a plutôt montré l'inverse ces temps-ci, qui nous met encore plus mal et encore mieux de pouvoir s'entraider, parce que là, c'est critique. J'en profite pour faire de la pub, parce que les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire ou la Soupe aux Sans-Abri qui œuvrent pour l'aide caritative ont passé un appel en disant qu'ils recherchaient des bras. Donc vous pouvez très bien, ils sont vraiment en période de démarrage de collecte et ils ont toujours besoin. Il y a un local des Restos du Cœur au bout de la rue MacMahon si vous voulez. Sinon, vous pouvez les aborder au supermarché. C'est un peu les annonces paroissiales. Hélène, je crois. Oui, moi, c'est un peu pour soutenir ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que je suis un peu déçu ce soir parce qu'il y a beaucoup de critiques, mais les choses constructives, on ne les voit pas beaucoup. Alors, avant, c'était mieux. Moi, je suis fonctionnaire, donc je me sens favorisé, mais j'ai fait partie d'une famille de 8 enfants. Ma mère a été veuve à 40 ans avec une aînée de 16 ans. Bon, j'ai travaillé pendant toutes mes études, je ne vais pas pleurer sur les étudiants qui travaillent maintenant. Parce qu'ils ont des tas d'avantages qu'on n'avait pas. Ils ont des logements sociaux, ils ont des tas de choses. J'ai travaillé à l'université, donc je vois bien ce que c'est. On a quand même beaucoup de chance de faire des études. Bon, et moi, c'est mes aînés qui se sont un peu sacrifiés pour nous. Mais ils n'en ont pas fait un scandale. Deuxième chose, on entend le mot colère tout le temps. Il y a une gamine là, qui a traversé une voie. La colère, c'est pas... Bon, ça va être la faute des autres. Moi, je trouve que c'est un peu déprimant. On parle de la triche de tous ceux qui ont de l'argent. Heureusement qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour les entreprises. Mais on ne parle pas de tous ceux qui ont des salaires merdiques maintenant, parce qu'ils ont travaillé au noir toute leur vie, qu'ils n'ont pas dépensé, qu'ils n'ont pas participé aux trucs sociaux, et que maintenant, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas grand-chose. Hein, et par contre, ils sont quand même la sécurité sociale avec ce qu'ils ont. Bon, moi, et c'est des gens que j'aime bien, mais ça me trafique. Bon, il y a des progrès dans beaucoup de domaines, en particulier en informatique, etc. Forcément, ça supprime des métiers, et tout de suite, on est en colère. Alors qu'à partir de ces progrès, on peut faire des tas de choses. Ensuite, moi, j'écoute des émissions, parce que je suis toute seule à la maison maintenant. Il y a quand même beaucoup de gens qui prennent des initiatives. En point de vue écologiste, ce gamin de 15 ans qui est capable d'organiser une manif dans 15 jours, c'est quand même extrêmement positif. Alors, je trouve qu'on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se fait, mais bon sang qu'on s'engage. Le problème du mot citoyen, il a besoin d'être mis en valeur. Voilà. Oui, sur la question des propositions, c'est la deuxième étape. Donc après, essayez de choisir là-dessus. Alors si vous
si vous pensez, il y en a qui ne se sont pas encore exprimés ce soir, mais il y a aussi des sujets dont on n'a absolument pas parlé, hein, c'est vrai, je pense. Par exemple, j'en discutais en arrivant, on n'a pas parlé de culture. On a un grand débat sur la santé, on a un grand débat sur la culture, on attend de le voir. C'est vrai qu'il y a aussi un débat sur la jeunesse demain et bientôt, mais il y a un certain nombre de choses qui n'apparaissent pas. Et on a un peu de mal à comprendre pourquoi. Hein, de la même manière qu'on disait, on ne parle pas des loyers, on ne parle pas des salaires, on ne parle pas d'autres. Il y a des choses qui n'apparaissent pas forcément là-dedans. Et ça revient à la question aussi de qu'est-ce qu'on veut se payer, quoi. C'est-à-dire que voilà, on veut un service public. La culture, c'est l'exemple même d'un service public pour l'instant. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour ça? Et là, je pense qu'on peut avoir un débat intéressant là-dessus. Alors, vous avez d'autres choses à ajouter? Sinon, oui, parmi ceux qui n'avaient pas parlé, presque. Je voudrais partager juste une vision des choses. J'entends beaucoup de gens qui parlent de la difficulté qu'on a aujourd'hui, de comment c'était avant, etc. Et moi, j'essaie souvent d'imaginer comment ce sera demain, et j'ai l'impression que on ne parle pas de l'essentiel, qui est que notre mode de vie actuel ou celui passé, il va disparaître. Mais c'est quasi certain. Il va disparaître parce qu'on ne peut pas continuer à consommer et à jeter et à faire comme ont fait nos parents parce qu'on fout la planète en l'air. Et on ne peut pas continuer à travailler non plus comme l'ont fait nos parents parce qu'il y a tellement de progrès technologiques que le travail est en train de disparaître, ou il a peut-être déjà disparu. On entend parler des je sais pas comment ça s'appelle, les jobs de merde. Enfin, il y a pas mal de gens qui font des travaux qui n'existaient pas avant, qui servent pas à manger, qui servent pas à s'abriter, mais on invente des travails. Bon, ce que je veux dire, c'est que je peux pas moi m'accrocher au mode de vie de mes parents, parce que je pense qu'il n'est pas transposable à ce qu'on vit aujourd'hui ou à ce que vont vivre mes enfants. Et je pense que la question qu'il faut qu'on se pose, et la question que je me pose moi, c'est si le monde change, comment nous on veut vivre dans ce monde collectivement? C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de se dire c'est quoi nos fondamentaux? C'est de la répartition, c'est de la richesse, et comment c'est compatible? J'ai mon discours un peu embrouillé, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on s'arc-boute sur des détails, alors que l'essentiel, qui est une transformation profonde de la société, et qui nous oblige à remettre en question plein de choses, on passe à côté. Et il y a sans doute plein de débats à avoir sur la rémunération, les inégalités, etc. Mais je pense qu'il faut les avoir dans le prisme de cette société qu'on a aujourd'hui, et pas de la société qu'on va avoir demain, et pas de celle qu'on a aujourd'hui, qui est déjà plus vraiment celle qu'on avait hier. Voilà. Parce qu'il a tout à fait raison. On ne vit pas comme avant, soi-disant le mieux. Moi, je me souviens effectivement des grands départs en vacances avec mes parents. Mes deux parents qui fumaient comme des pompiers dans la bagnole, à fond la bagnole à essence et avec les vitres fermées. Bah non, ça ne viendrait pas l'idée de le refaire à notre époque, quoi. Mais c'était moi j'ai 43 ans. Mais non, parce que il y a 30 ans, c'était comme ça. C'était oui, c'était 35 ans, dans la break, et les parents qui fumaient. Vous dites ça à quelqu'un maintenant, les gens vont se dire c'est pas vrai. Oui. Ben voilà. Donc il est évident qu'on va changer nos modes. Et je pense que c'est pas qu'une question d'argent, c'est juste une question, voilà, c'est dans la tête. Et alors moi je vais vous donner un exemple, parce que j'ai mon cousin qui habite en Suède. Eux, ils ont fait une transition écologique. Enfin, ils ont déjà fini, ils sont déjà beaucoup plus loin que nous. Hein. Lui, il travaille dans une agence où il s'occupe de mettre les gens par rapport à leurs revenus et par rapport à leur situation familiale dans les maisons ou les appartements. Il m'a dit, une personne dans une maison toute seule, on arrête. Ça n'a rien de correct. La personne va se battre pour essayer de chauffer sa maison alors qu'elle est toute seule. Donc on va aller lui proposer pour qu'elle aille dans un petit appartement. Tout ça, est-ce qu'on en est prêt encore en France à y aller? Mais pas encore, mais on a encore. Oui, vous, peut-être. Je suis réactive. Donc, en parlant de culture, et est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à ça? Moi, je vais vous dire, parce que depuis mercredi, j'ai des associations qui m'ont tendu la main
Bénévolement, je suis allée vers eux. Il y a, je vais citer les 3 petits points, où ils font très bien de l'accueil, comme du service, comme de l'animation, comme de la vente à tout public. C'est un lieu qui est ouvert à tous, il faut le savoir. Si il y a des gens qui sont dans la rue, ils vont aux 3 petits points et ils sont accueillis sans argent. Vous pouvez amener à manger, le partager, vous pouvez amener tout ce que vous voulez dans ce lieu, et il y a des gens qui ont envie de faire des maisons du bonheur. Voilà, c'est tout simple, hein. On a des moyens. Moi, j'ai des solutions. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'en ai en tout cas. Ça va peut-être nous permettre de passer après la dernière intervention. Non, je vais juste revenir un tout petit peu sur les gilets jaunes, parce que moi, je suis allé en voir dans les Vosges, qui était simplement dans un rond-point. Et c'était des gens qui gagnaient 1 000 € par mois, voilà, qui avaient une famille. Hein, ils étaient à 4, ils vivaient avec 1 000 € par mois. Donc, je veux dire, effectivement, il y a des casseurs, et ça, je ne pense pas que c'est forcément des gilets jaunes. Hein, si l'État vraiment voulait éviter ça, il pourrait le faire, parce qu'on a des caméras partout. Donc on sait très bien qui c'est, surtout à Paris. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les choses au point, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui ont fait des débordements, mais il y en a, je pense quand même, la majorité qui n'arrivent pas à vivre avec malgré qu'ils travaillent. Et c'est ça qui est un petit peu... C'est actuellement, même les gens qui travaillent, hein, ce n'est pas que des gens qui sont sous aide sociale, ben, ils n'arrivent quand même pas à se payer un appartement et tout ça. Voilà, je voulais juste remettre ça parce que je pense que... Le problème, c'est, je veux dire, il est autre que ça, parce que le mouvement des Gilets jaunes, il est extrêmement divers. Et dans les Vosges, il n'est pas du tout ce qu'il est à Dole. À Dole, j'allais dire, le patron autoproclamé pendant 2 semaines des Gilets jaunes, c'était un entrepreneur de bâtiments et travaux publics. Il n'était pas à la pauvreté absolue. Je veux dire que les revendications ne sont pas... J'allais dire, si on parle du SMIC à 1 200 € qui est minable, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, dans les Gilets jaunes, il y a tellement autre chose que ça. Et celui qui avait 5 agences immobilières à Saint-Brieuc, et celui qui gagne 2 600 € qui est dans un placard au ministère de la Culture. Je veux dire, par là, c'est ce qui rend le problème compliqué. C'est ce qui fait que les gens se posent des questions. Je veux dire, sur le fait que 1 200 € comme SMIC, c'est pas bon, je veux dire, je suis le premier. Je veux dire, personne ne pourrait dire que c'est normal. Simplement, les Gilets jaunes, c'est tellement divers qu'il y a des situations extrêmement compliquées. Il y a des Gilets jaunes qui ont de l'argent et qui revendiquent, en tant que commerçants ayant de l'argent, de payer moins de taxes. Et ils ne parlent pas de l'essence, ils payent des autres taxes. Voilà, l'objectif de la soirée, c'est pas de parler des revendications des Gilets jaunes, c'est de parler des vôtres. Hein, parce qu'ils arrivent très bien à faire parler d'eux, et c'est plutôt aussi la totalité. Alors c'est vrai que les gens ont été interpellés par la manière et le discours. Et la commande ce soir, c'est effectivement de se dire, ben voilà, il y a des choses, il y a des objets, et il y a des propositions, ce qui va me permettre de passer à la deuxième étape, à savoir, si vous voulez bien vous mettre un peu plus en rond, un peu plus autour des tables. On a un certain nombre de choses qui ont été notées. Hein. J'ai essayé de ressortir des débats, des propositions ou d'autres. Si vous pouviez éventuellement, alors vous discuter, échanger en commun pour voir parmi les différentes propositions, parmi les différentes choses, s'il y en a qui vous paraissent particulièrement importantes à remonter. Parce qu'il y a des choses, et surtout, si vous pouvez essayer de voir des propositions qui essaieraient d'être le plus concrète possible, ou qu'on arriverait à retranscrire le plus facilement possible, parce que dire voilà, faut que tout le monde soit heureux, malheureusement ça va pas aller très très loin. Donc je vous invite à les reprendre. Vous pouvez reprendre là, et je pense qu'on va faire 2 tables ou 3 tables, je sais pas, et après on prendra un tout petit peu de temps. On va se donner une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis pour remonter ça, et après on prendra un petit peu de temps pour faire la synthèse, si vous voulez bien. Excusez-moi, je voulais quand même parler d'un coup de gueule important. C'était aussi sur la protection de l'enfant. Je ne sais pas trop ce qui se passe sur Nancy, parce que jusqu'à maintenant je ne me suis pas trop penchée, mais j'ai regardé dernièrement, on voit chacun à la télé, c'est des faits gravissimes.
Et je ne sais pas la ville de Nancy comment elle est sensibilisée sur ce problème, mais moi j'aimerais bien pouvoir avoir de la sensibilisation sous forme de pancarte ou vraiment revenir aux écoles et savoir ce que la ville fait elle-même en ce qui concerne l'information et la prévention sur les dangers de l'enfant dès lors que il sort du ventre de ses parents et qu'on le guide vers l'école ou ailleurs. Comment la ville elle est sensibilisée sur ce problème de société aujourd'hui? D'accord. C'est juste que c'est une compétence d'abord du conseil départemental de la protection de l'enfance. Alors, vous parlez de l'aide sociale à l'enfance. Là, elles font, enfin Nancy, la ville de Nancy, je vais faire la pub, c'est une ville amie des enfants. Là, elle fait un certain nombre de choses avec l'UNICEF. Oui, personne. Mais là, je vous invite à aller voir le site internet de la ville de Nancy. Il y a un portail dédié à la famille et à l'enfance par rapport à ce qu'ils font. Il y a un guide. Voilà, je sais pas. Donc je vous invite à vous remettre un petit peu plus en cercle et de reprendre. Alors vous pouvez aller reprendre des post-it parmi les propositions ou d'autres. Et s'il y en a qui vous paraissent plutôt intéressantes à creuser, à établir, de pouvoir les noter. Vous avez pour ce faire soit des post-it supplémentaires, soit vous pouvez les écrire sur ces feuilles blanches qui sont du recyclage d'affiches. Voilà, c'est du PFC non chloré. Voilà. Par rapport aux propositions, alors je vous invite à démarrer, parce que là, ça fait déjà 1h30 que les gens se parlent, ça commence à peser. Et on prendra ensuite un temps pour faire une restitution par rapport aux différents points. Merci. Vous faites les propositions dans le groupe et vous les présenterez ensuite. Donc, il faut choisir quelqu'un pour venir les présenter. Et essayez de ne pas vous sauter à la gorge. Je vous laisse quelques minutes. Après, ça sera les slow, la danse du ballet, la mariée. Je vous laisse quelques secondes pour finir, qu'on puisse après faire la synthèse des différentes propositions, parce que manifestement, ça a été productif, au moins en termes de débat. Et après, on se dira au revoir, parce qu'il est bientôt 9h30. Donc, il faut finir. On ferme. C'est l'heure des derniers post-it. Est-ce que... Alors, qui c'est qui rencontre pour votre table ? Bonjour, Dina. Alors, ah oui, non, je peux pas, j'écris pas en fait. Enfin, j'ai pas de. Bon, c'est pas rien. Oui, donc c'est enregistré et donc on a noté. Alors, on a essayé de faire un petit peu des différents thèmes. Merci Philippe. Alors, il y en a un qui est sur deux, c'est santé et développement de territoire. Donc un stage obligatoire des médecins dans les campagnes, parce qu'on parle beaucoup de désertification des campagnes, voilà, la santé également, puisque les malades sont un peu partout. Hein. Donc voilà. Ensuite, dans le développement territoire multiservice dans les petites communes, parce qu'on dit, oui, la boulangerie du coin, elle a fermé, mais en fait, personne n'y va, la boulangerie du coin. Donc c'est facile à dire, une fois qu'elle est fermée. Donc c'est peut-être créer aussi des multiservices dans les petites communes. Enfin, on le voit souvent, ça, presse, boulangerie, poste, dans un seul local. Parce que ça diminue aussi les frais, parce qu'un service administratif ou un local qui fait uniquement presse, ça, c'est un investissement. Donc pourquoi pas regrouper.
Donc je continue avec le développement du territoire. Toujours dans le même sens, développer les maisons médicales aussi sur le territoire. Également la simplification de la présence territoriale. Donc ça rejoint le fait d'avoir un seul local, on va dire, pour plusieurs... Pour la collectivité, oui, mais c'est aussi la suppression des strates administratives, parce que ça permet aussi que la collectivité n'ait pas à payer le chauffage d'une mairie qui est ouverte 3 heures par semaine, d'entretenir un... Voilà. C'est tout ça, c'est avoir quand même ce service de proximité, mais regroupé avec d'autres, telles la boulangerie, comme j'ai dit précédemment, et puis la poste, enfin, voilà. Il y a aussi, oui. Voilà. Donc en fait, c'est voilà. Donc comme il n'y avait pas le micro, je répète. En fait, c'était aussi donc réduire les dépenses publiques par notamment effectivement une mairie avec tout ce que ça comporte comme frais. C'était ça. Voilà. Voilà. Voilà, moins de millefeuille territorial. Ça fait plus de 15 ans qu'on en parle, donc, mais on y vient avec les fusions. Il y a également donc, la fiscalité. Donc fusionner les impôts sur les revenus et la CSG. La progressivité. Alors moi, voilà, j'ai pas des termes... voilà. Optimisation fiscale. Oui, oui, voilà, oui, enfin la fin de l'optimisation fiscale. Ensuite, donc toujours, enfin, oui, voilà, progressivité de la CSG, ça on l'a dit. Hop. Voilà, je vais mettre fin. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, il faut le simplement. Donc la fiscalité, donc appliquer les lois pour tout le monde. Dans la même idée, donc responsabiliser par l'impôt pour tous. C'est-à-dire même si il y a le minimum d'impôt qui est payé, certainement les gens seraient plus responsabilisés par rapport à cela. Imposer les entreprises à égalité sur le bénéfice réalisé sur le territoire. Donc, ça revient à ce qu'on avait dit précédemment. C'est-à-dire, je fais un bénéfice sur mon territoire, je paye l'impôt. Alors, j'ai des erreurs de termes. Donc, chiffre d'affaires. Ouais. Je vais peut-être terminer. En fait, je termine et puis vous le notez peut-être de votre côté. Ensuite, donc, uniformisation des fiscalités dans les pays européens. Non, mais pas nous, mais on fait remonter, puisque c'est un débat. Eh ben, on ne sait pas, oui, sinon on n'y arrive pas, les autres non plus, voilà. Et ensuite, voilà, dans la positivité également, limiter les crédits à la consommation. Et également, ne pas autoriser les crédits d'achat, entre guillemets, des fois ça peut être soit superflu, soit à la consommation. Exemple, dans les supermarchés, on voit de plus en plus à Noël, acheter vos jouets au mois de décembre, vous les payerez dans 3 mois. Je pense qu'il y a d'autres choses à acheter. Même acheter votre nourriture maintenant, vous la payerez que dans 6 mois. Ça commence à se voir et je trouve ça un petit peu incroyable. Indécent. Enfin voilà, beaucoup de termes ressortent. Ensuite, l'éducation. Alors, l'éducation, donner les fournitures scolaires ou les livres à la place de la prime de rentrée scolaire. Donc, comme ça, la prime de rentrée scolaire, elle est faite pour la rentrée scolaire. Donc, mais des fois, il y a beaucoup de déviance. Il y a beaucoup d'augmentation de vente de jeux vidéo à cette période-là. Donc, donner la fourniture scolaire, voilà. Ensuite, valoriser chaque niveau de diplôme et même les non-diplômés. C'est-à-dire
du CAP au bac plus 50 et également le non-diplômé. Valoriser le travail. Donc des référendums d'initiative locale, parce que des fois on ne peut pas tout mettre non plus au niveau du national, hein. On a une diversité de population et de territoire. Le respect et valeurs à inculquer à l'école et également aux adultes. Je passe sur un autre domaine, plus ce qui concerne les élus et les élections. Donc réduire le train de vie des élus et des collaborateurs. Des fois, je m'interroge sur le nombre de collaborateurs vu la fonction exercée de l'élu. Et je n'ai pas de compte rendu non plus du travail des collaborateurs et du temps passé. Ensuite, il y a également le paiement des impôts par les élus. Alors, je ne parle pas des maires de petites communes, bien entendu. Il arrive à un certain seuil où ils ne payent pas d'impôts, ou alors ils exercent 3 mois, et une fois qu'ils sont engagés, une fois qu'ils sont élus, ils devraient aller jusqu'au bout de leur mandat. Parce que moi, quand j'élis quelqu'un, j'aimerais bien, je l'ai élu pour les 5 ans, les 6 ans, les 4 ans. Et quand des personnes s'arrêtent au bout de 6 mois, c'était pas pour 6 mois l'élection. Donc, qu'il y ait vraiment un engagement à aller jusqu'au bout. Parce que pendant 1 an qui précède, ils sont bien entendus, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, certains abandonnent au bout de 6 mois alors qu'ils ont eu plus d'1 an pour y réfléchir. Que les élus aussi montrent l'exemple, tant par leur travail que par également le respect des gens et qu'ils soient présents, puisqu'encore une fois, je reprends l'exemple d'un député qu'on élit ou qu'on n'élit pas, et que quand on regarde de la chaîne parlementaire et qu'à l'hémicycle, ils sont un quart. Je cherche des fois sous les sièges, je me dis peut-être qu'ils sont cachés. Et ils sont quand même payés. Voilà. En plus que normalement les réunions, pour qu'une réunion soit vraiment productive, une réunion, c'est pas plus de 2 heures. Voilà. J'ai dit donc le paiement des impôts par les élus. Et également, oui, un point, reconnaître le vote blanc. Parce que des fois, on n'a pas le choix. Et si le vote blanc, parce que notamment un président, effectivement, il y a un président, moi je ne voudrais pas sa place, faut y aller quand même au charbon, mais un président qui est élu par 25% des Français ne peut pas se dire qu'il est président de tous les Français. Je ne parle pas de l'actuel ni du précédent, je parle de tous ceux qui ont été élus avec 25% des voix. Voilà, je suis pas ni pour ni contre, voilà. Mais il faut vraiment reconnaître le vote blanc qui les ferait s'interroger et recommencer des élections. Tu voulais dire quelque chose là-dessus ? Non, mais justement, c'était effectivement, c'est que, parce que je crois que vous aviez dit quelque chose sur le vote blanc, c'est qu'à partir du moment où c'est reconnu, effectivement, on peut avoir des élections à recommencer. Donc, voilà. Donc c'est dès le début, en fait, je veux dire, on peut ne pas être d'accord dans une administration de se dire on n'a pas de président, on réélu. On recommence les élections. On recommence les élections. Non, mais au moins une deuxième fois. Enfin bon. Bon, après, voilà. Moi, je n'ai pas de collaborateur, je réfléchis toute seule, excusez-moi. Ensuite, l'accompagnement social des droits, c'est-à-dire informer et accompagner. Mais non, mais bien sûr qu'on partage. Non, mais on partage, mais je veux dire, là, c'est notre niveau. Donc là, ça va être mis à un niveau supérieur où les gens auront à réfléchir plus avec leurs moyens. L'accompagnement social des droits, c'est-à-dire informer et accompagner les citoyens dans leurs droits, parce que bien souvent, on ignore les droits. Et c'est après seulement qu'on va réclamer certains éléments. Donc... Voilà. Merci, je peux garder ça. On va passer à la deuxième table. Qui c'est qui rapporte pour la deuxième table ? Alors, deuxième table. Bon, nous, c'est moins concret. On est moins rentré dans les programmes concrets, quoique à la fin, un peu, sur certains sujets.
mais on était plus dans des cadres institutionnels au départ. Oui, on a même un petit truc sympa à la fin, vous verrez. Alors, un truc, première chose qui était notée, c'était écoute des revendications des syndicats et des professions. Bon. Après, le sujet du vote blanc avait été évoqué, prendre en compte le vote blanc dans les élections. Après, il y avait restaurer liberté, égalité, fraternité. Là aussi, c'est général. Alors après, il y avait renforcer la progressivité de l'impôt. Alors là, c'est plus concret, effectivement, comme sujet, en créant notamment des tranches supplémentaires pour les hauts revenus. C'est-à-dire ceux qui sont plafonnés en termes de revenus qui ne soient plus plafonnés, en fait, et qu'il y ait des tranches supplémentaires qui existent un peu partout. Alors après, il y avait encore un autre truc sur l'impôt, réaugmenter l'impôt sur les sociétés si la baisse n'est pas favorable à l'emploi, parce que ça a plutôt baissé ces dernières années, et là, c'est le réaugmenter. Ensuite, remettre en cause le pouvoir des illégitimes qui bafouent les bases de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Ensuite, mettre en place un dispositif d'accompagnement des nouveaux travailleurs par les personnes âgées. Voilà, de façon à les intégrer, enfin à faire que les personnes âgées participent plus et que ça profite aussi aux nouveaux travailleurs et qu'il y ait comment on appelle ça, une continuation dans les générations au niveau du travail. Alors à propos des générations, il y avait une deuxième chose, développer le mélange des générations dans les structures. Donc les logements, par exemple, qui puissent être avec des jeunes, des anciens en même temps. La présence des personnes âgées aussi dans les écoles ont été évoquées, des choses comme ça. Alors après, taxe sur l'impact écologique sur les produits réinvestis dans les programmes sociaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire quoi? Attends, taxe. Oui, c'était une discussion avec mon voisin, mais on se disait que aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements de consommation qui vont vers des produits qui ne sont pas forcément vertueux pour la santé, pour l'environnement, etc. Et que c'est pas avec davantage d'informations, à mon sens, parce qu'il y en a déjà beaucoup, ni avec de l'éducation ou de la contrainte qu'on arrivera à changer ses comportements. Les gens, en gros, ils consomment parce qu'ils ont envie, et si on leur enlève la liberté, ils se sentiront moins bien. Donc c'est plus par une taxe, mais si on rajoute une taxe, il va se passer la même chose que ce qui s'est passé avec la taxe sur le carburant. Donc il faut absolument que si jamais on rajoute une taxe, il faut que le produit de cette taxe-là soit réutilisé dans des programmes sociaux pour rétablir l'égalité. Voilà. Alors, ensuite, il y a démocratie participative véritable à développer et à contrôler en permanence, c'est-à-dire avoir un suivi en permanence de comment exerce la démocratie les gens qui les ont entre leurs mains, qu'ils soient élus ou membres de conseils citoyens ou n'importe quoi. Voilà. Stopper la réduction des terres agricoles et des forêts. Voilà, sachant que là, il y avait aussi l'idée que la nature soit prime sur l'humain quelque part, un peu. Enfin, que la nature soit le premier, je sais pas comment on dit ça, la première base, ouais, la première priorité. Donc après, imposer fortement les surfaces immobilières vides, qu'elles soient logements ou locaux commerciaux ou même industriels ou quels soient les locaux, réguler strictement les niveaux de loyer et des prix des mètres carrés et rétablir les bals du samedi soir dans chaque quartier. Mais sans la castagne. Sans la castagne ou avec la castagne? D'accord. Voilà.
Monsieur Grosset de la MJC Bazin nous signale qu'il y a bal tous les vendredis après-midi avec l'association Amis Danse à la MJC Bazin depuis des années. Ça marche bien. On attend leur ouverture de la gagnette. Bien, je vous remercie. L'exercice, on voit quand même qu'il y a quand même une habitude dans ce Conseil citoyen, c'est d'essayer de s'écouter, de se parler, même si on n'est pas toujours d'accord entre nous. Je crois que c'est quelque chose à continuer. Donc si vous ne connaissiez pas le Conseil citoyen, les réunions sont tous les lundis, les premiers lundis du mois à 18h30, a priori la MJC d'Abazin, la prochaine étant le lundi 1er avril. Voilà, et on parlera des suites à donner à ce travail. Voilà, si vous avez d'autres questions ou d'autres contributions, vous pourrez voir le compte-rendu sur le site de la ville de Nancy et de cartodébat.fr. Et sinon, ça sera transmis au grand débat. Vous pouvez aussi transmettre une contribution personnelle. Voilà, je vous remercie et je remercie les services techniques.